embrasser du regard les contours de cette terre, en découvrir tous les volumes, les visages, les aspérités, comme une façon de faire corps avec elle, d'épuiser le sujet. Qu'avais-je imaginé? Un face-à-face avec moi-même sans concession, une mise à bas du modèle du mariage qui m'avait été imposé. Chaque fois que j'ai vu ma grand-mère, de ma petite enfance à sa mort, elle m'a dit et répété cette phrase: « Tu te marieras en blanc avec un homme honnête et droit. » Elle soulignait les mots « en blanc » avec un sous-entendu dans la voix qui sonnait comme une injonction sans appel, restée longtemps mystérieuse pour moi. Cette aptitude au mariage a fonctionné pour moi comme un test, pour tout homme rencontré, sans clairvoyance, apte au mariage ou non. Cette famille, sa tragédie, ses morts, ses espérances mises à mal. Ma seconde tante, Francine, morte en donnant naissance à son fils, Francis, dans les années 50. 50 ans plus tard, ce fils perd, dans un accident de voiture, sa femme, sa fille et ses 2 petites filles. Un homme dangereux qui tue sa mère à la naissance et voit toutes les femmes qui l'entourent mourir sous un nouveau coup du destin. Lorsqu'il découvre que son destin s'est réalisé, Oedipe, ce héros de la tragédie grecque, se crève les yeux. Moi, Francis, qu'est-ce que tu vois dans tes yeux? Francis, ça va. Et puis tout s'accélère. De retour à Palerme, dans un hôtel, sur un balcon, terrasse, qui ressemble à une maison, protégée derrière les canisses, j'entrevois les immeubles alentours très proches. Et je me dis qu'une personne de la famille, qui descendrait des ancêtres siciliens, pourrait très bien habiter ici, à cet instant, sur cette terrasse. Et cette personne, c'est moi. Celle qui relie aujourd'hui les ancêtres à ce sol. La nuit venue, j'entrevois, dans un guide touristique, le guide du routard, le nom de mon grand-père, Guccione. Je le relis plusieurs fois, même nom, même orthographe. Il s'appelle Piero Guccione. Né en 1935, il est peintre, célèbre, qui s'impose sur la scène sicilienne, nationale et internationale. Je ne peux m'empêcher de penser à ma mère, peintre également, et l'adopte immédiatement comme membre de la famille, comme celui que je suis venue chercher. De retour en France, je vais le contacter. S'il est encore vivant, il a 79 ans. Je me doute qu'il existe des centaines de Guccione en Sicile et hors de Sicile, mais pourquoi pas celui-ci? Il me relie aux familles siciliennes. Et tout s'éclaire différemment. Peut-être mon impossibilité à taire la trahison conjugale, considérée comme un acte meurtrier et répréhensible, qui devrait donner lieu à une vengeance, un meurtre équivalent, une vendetta définitive entre les 2 familles, vient de là. Les racines, la Sicile, le sang. Je me garde de tout acte en ce sens. J'écoute néanmoins, à mon retour en France, avec un intérêt particulier, ce témoignage que me livre une détenue de la maison d'arrêt de Versailles, de femmes, où je suis venue animer un atelier théâtral. Elle me dit: « Je me suis battue avec le père de mon enfant et il en est mort. » Je me garde de tout acte en ce sens. Dernier jour à Palerme. Promenade en calèche avec ma fille, évocation du 19e siècle.
il lungomare, le bord de mer, et le quai du port. C'est de là qu'ils sont partis. Ce sont les dernières images qu'ils ont vues de la Sicile, qu'ils ne reverraient jamais. Ils ont vu ces bâtiments administratifs qui ont une certaine beauté, du fait de leur vétusté, mais aussi de leur prestance. Ils devaient être flambant neufs à l'époque. C'est cela. Premier signe ostensible de l'État italien qui émergeait alors. Et ces montagnes, asséchées et belles, toutes proches, qui enserrent la ville sous une lumière rasante. Je préfère passer aussi derrière. Merci. Et là, tandis que j'écris dans cet hôtel de Palerme, ma fille dort dans la chambre à côté, paisiblement. Et puis, dans la rue Victor Emanuele, le magasin d'un photographe. Des photos exposées dans la vitrine pour témoigner des prouesses technologiques qui permettent de recoller des photos anciennes abîmées. Je me dis que je tente l'opération inverse. Derrière la façade du présent, rechercher comme une entreprise d'archéologie familiale les déchirements du dessous. Je m'attarde sur 2 photos. Un couple avec un enfant au bord de la mer, au début du XXe siècle, et une jeune femme. Je les adopte aussitôt, comme des parents possibles, qui seraient restés sur l'île mère. Voici ces 2 photos. La jeune femme, vous les avez aussi en plus petit sur la table, ressemble à Francine, la mère morte en donnant naissance à son fils. Et la femme, sur la plage, avec son mari et son enfant, porte un voile sur la tête, comme cela se pratiquait à la belle époque. Elle ressemble à ma grand-mère, que j'avais vue ainsi coiffée sur une photographie très ancienne, égarée elle aussi. Et je vois en particulier avec cette photo un air de famille. Je ne sais pas si vous voyez. Bon. Et puis, au coin d'une rue, une église, un mariage. Le couple de dos, assis face au prêtre, elle, brune, resplendissante dans sa robe, qui dépasse avec grâce sur sa gauche. Comme un rappel à l'ordre de ma grand-mère et du destin qu'elle m'avait fixé, le mariage et un avenir heureux, celui que lui décrit le prêtre et que je décrypte à travers l'italien. Joie, fidélité, soutien mutuel, éternité. C'est cette photo que je peux aussi vous faire passer. La lumière, la hauteur du plafond, les fleurs dans chaque allée de l'église, la lumière qui illumine l'ensemble, font croire un instant que tout cela est possible. Pour certains, pas pour d'autres. C'est beau. J'étais avec ma fille et je la voyais émerveillée par cette cérémonie, par les fleurs, la lumière et par le mariage. Et au vu de mon existence, j'étais un petit peu embarrassée et je ne savais pas très bien quoi lui dire. Je prends une dernière photo. Au coin d'une rue, une voiture entièrement brûlée. Je crois qu'elle est tout au fond là-bas. Signe tangible de la mafia sicilienne, toujours vive. Je me dis que j'ai peut-être échappé à cela. Une certaine pauvreté, violence, des négociations louches sur des mobylettes, des corps souvent trop gros, des couples qui se déchirent, qui parlent souvent trop fort, bruit incessant dans certaines zones du pays, des machines, des animaux, des voitures, des ventilateurs. Plaisir, satisfaction d'avoir dessiné l'ensemble des contours de la Sicile et d'une certaine façon d'avoir fait corps avec elle. Cette recherche est-elle mortifère ou vivifiante ? L'occasion
de parachever le deuil de mes grands-parents maternels qui n'avaient pu avoir lieu. Leur mort m'a été cachée par ma mère suffisamment longtemps pour que je ne puisse assister à leurs enterrements. Concrètement, en 1984, un jour, j'ai appelé chez mes grands-parents, où mes parents étaient descendus pour s'occuper de mon grand-père très malade. Et un jour, j'appelle, et ce ne sont pas ni mes parents ni mes grands-parents qui ont répondu, c'était le docteur de la famille qui a dit « Non, vous ne pouvez pas parler à vos parents parce qu'ils sont à l'enterrement de votre grand-père. » Et c'est comme ça que j'ai appris la mort de mon grand-père. J'avais 18 ans. Ensuite, je n'ai jamais pu aller dans le cimetière où étaient enterrés mes grands-parents. Impossibilité physique et affective d'aller dans un cimetière, seul, sans avoir au préalable partagé en famille le deuil. Il y a peu, j'ai enfin pu dire cela à ma mère, plus de 20 ans après, 25 ans après, et elle m'a dit « Oui, c'était une erreur ». Puis elle m'a informée « La concession ne va pas pouvoir être gardée. C'est peut-être déjà fait. Les restes seront déposés dans une fosse commune, dans le paysage. » 25 ans plus tard, même scénario, ma mère et sa sœur ne m'avaient pas informée de cette décision et il était peut-être déjà trop tard. Je suis allée sur place. Le transfert n'était pas réalisé. J'ai pu découvrir l'endroit délicat, choisi par mon grand-père pour lui-même et pour sa famille, dans ce cimetière paysager du sud-est de la France, Fleury, près d'Aix-en-Provence. Du coup, pique-nique avec ma fille, près de la tombe. Chant des cigales, sous les arbres. Nettoyer la tombe. Tenter de retirer la résine qui s'écoule des pins. Passer la serpillière, comme ma grand-mère me l'avait appris. L'impression ainsi de m'occuper d'elle, d'eux, de relier, de renouer, d'accepter leur caractère mortel. Je garderai cette tombe, coûte que coûte. Lieu de recueillement nécessaire, dont l'existence seule suffit. J'accueille pour la première fois, ainsi, la mort de mes grands-parents. Mes grands-parents maternels ont vécu un mariage d'amour, un vrai, je crois, me semble-t-il. Un soutien, un appui, une attention, une délicatesse de chaque instant. Une photo les réunissant trônait sur un autre mur du salon au papier peint à grosses fleurs marron des années 70. Je ne sais pas si c'est très clair ça dans le texte. Ils ont vécu un mariage d'amour et ont traversé le temps ensemble. Épilogue. Alors que je pensais cette culture définitivement dissoute, disparue dans ma famille, elle ressurgit où je ne l'attendais pas. Ma mère m'a interdit de jouer ce texte. Elle m'a demandé de pouvoir le lire pour vérifier son contenu pour une éventuelle autorisation. Je l'avais oublié. Au détour d'une conversation, j'ai parlé par mégarde du projet. L'interdiction m'a immédiatement été rappelée. En cela, ma mère révèle son origine sicilienne. On ne parle pas des affaires de famille à l'extérieur. Tout doit être tu, gardé secret, enfermé dans un coffre sous le sceau du silence. J'ai rompu le silence et tout s'inverse. Moi, la plus sicilienne de la famille, m'oppose viscéralement à cela, ne peut même l'entendre. Je voulais enterrer mes morts avec délicatesse, me relier à eux. Par leurs descendants directs, ils s'opposent à moi et me disent de ne pas faire cela, de ne pas écrire leur histoire, de ne pas la raconter. Je l'ai fait.
Merci.